Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Questions d'État qui traite de tous les sujets d'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique et à travers le monde. Ce soir, nous allons parler de ce domaine des droits humains qui concerne tout un chacun de nous en République démocratique du Congo, situation plutôt délicate, les droits humains en danger, on pourrait le dire. Quelle est la situation actuelle dans le secteur? Nous allons en parler avec une bouche autorisée. Nous allons essayer d'étayer la Constitution qui, entre les articles 9 et 67, traite notamment des droits humains et des libertés fondamentales. Pour en parler, nous recevons ce soir Maître Jean-Claude Katende. Il est président de l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO. C'est un plaisir. Bonsoir, Maître Jean-Claude. Bonsoir, madame. Soyez bienvenue sur ce plateau de questions d'État. Merci. Vous allez bien? Très bien. Peut-être mieux que les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Tout à fait. Nous allons en savoir un peu plus, mais sinon déjà dans ces jeux, en quelques mots, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle des droits de l'homme en RDC se porte bien? Bon, je pense que la question que vous posez, madame, ce n'est pas une question facile, dans la mesure où il faut considérer cette question sous deux angles. Le premier angle, c'est en ce qui concerne les lois. Et nous pouvons dire qu'en matière de droits de l'homme, la République démocratique du Congo est bien fournie en lois qui font la promotion et la protection des droits de l'homme. Maintenant, quand nous quittons cet aspect ou cet angle pour aborder le deuxième, qui est la mise en œuvre de toutes ces lois, nous pensons que c'est là où il y a un déficit qu'il faut absolument que notre pays puisse combler par les efforts du gouvernement, mais aussi par les efforts de tous les citoyens que nous sommes. Ça commence par la connaissance des faits et même combien de personnes maîtrisent déjà les droits des citoyens qu'ils sont en République démocratique du Congo. Avant que nous puissions entrer en profondeur dans ce débat, je vais proposer aux téléspectateurs aussi ce petit résumé que nous avons fait de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, de quelques faits qui l'ont marqué. Je vous prie de le suivre et on se retrouve juste après. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cet article de la Charte internationale des droits de l'homme est également le contenu de l'article 11 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La RDC est un patrimoine commun de tous les Congolais sans exception qui ont le droit de jouir des richesses nationales que l'État a le devoir de redistribuer équitablement. Il s'agit donc entre autres de mettre fin à l'enrichissement illicite et au pillage de ressources naturelles alors que la majorité des Congolais vit avec moins d'$1 le jour. Comment faire alors pour subvenir à ces besoins vitaux? Ne pas leur permettre d'y accéder est une violation grave de droits de l'homme, aussi agressive que les violations perpétrées dans l'Est de la République. Triste est de constater que tout le jour, le droit économique et sociaux sont violés, à savoir le droit à manger, les droits à l'emploi, le droit aux soins de santé et le droit à l'éducation. Tout Congolais a également droit à l'eau, à l'énergie électrique, à la paix et à la sécurité. Pour le seul mois d'avril 2014, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a enregistré 232 cas de violation des droits de l'homme commis sur le territoire national, ce qui représente une augmentation d'environ 23% par rapport au mois de mars. Il s'agit notamment d'atteintes à la vie et aux droits de propriété observés au nord et au sud Kivu. L'amélioration de la situation passe donc inévitablement par les réformes sécuritaires et judiciaires, car il faut renforcer la lutte contre l'impunité. La pleine jouissance de l'ensemble des droits de l'homme et la responsabilité de l'État, mais l'affaire de tous, a été le thème 2013 de la Journée mondiale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre à travers le monde. Ceci demeure une interpellation pressante pour tous et chacun afin d'améliorer cette situation si préoccupante en RDC. Alors, je reviens à vous, Maître Katende, du point de vue de la liberté et de la dignité due à chaque citoyen. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'égalité entre les Congolais de la République démocratique du Congo? Je pense que sur le plan de la Constitution,
la Constitution fait de l'égalité entre tous les citoyens congolais une règle, en disant notamment que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et comme je l'avais déjà souligné, c'est dans la pratique où nous devons voir que principalement les autorités qui sont appelées à mettre cette règle en œuvre respectent la règle elle-même. Sur le plan pratique, vous pensez Sur le plan, que le traitement est équitable ou pas? Non, je ne pense pas qu'il y ait égalité devant la loi. Devant la loi, particulièrement quand nous prenons cette question en ce qui concerne la justice. Et vous allez voir que la justice n'est pas la même pour les citoyens congolais qui sont pauvres et pour les citoyens congolais qui sont riches. La condition sociale joue beaucoup dans ce traitement. Exactement. Dans un pays où la justice est atteinte par la corruption, c'est tout à fait normal que les traitements ne soient pas égaux et que cette règle importante, qui est l'égalité de tous devant la loi, ne soit pas respectée. Alors, on va y aller petit à petit. Nous avons relevé quelques articles de la Constitution qui nous intéressent ce soir. Dans les articles 14 et 15, on parle notamment de l'élimination de toute forme de discrimination envers la femme. Là encore, le bas blesse. Oui, je pense que nous avons, en termes de lois, des lois qui garantissent en fait le traitement, comment je dirais, qui garantissent la dignité et la justice pour la femme, la jouissance des mêmes droits. Mais quand nous allons, en pratique, nous allons constater par exemple que dans les domaines politiques, les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes, dans les partis politiques principalement. Et quand nous allons dans le monde professionnel, nous allons constater qu'il y a certaines discriminations, non seulement en ce qui concerne l'occupation de certains postes par les femmes, mais aussi en ce qui concerne les salaires lui-même. Et donc, quand nous mettons ces questions... Il y a un véritable combat, même à travers le monde, exactement, pour que le salaire de la femme soit égal à celui de l'homme. Exactement, mais je pense que notre pays, par rapport aux autres pays, nous avons un retard qu'il faut absolument rattraper. Pourtant, la parité est consacrée dans la Constitution, mais de la parité, on est passé à 30%, oui, tel que stipulé par le chef de l'État lors de son dernier discours devant le Congrès. Oui, mais je pense que là aussi, il y a un problème. Le premier problème, c'est qu'en ce qui concerne la parité, il faut que cette parité soit considérée principalement en ce qui concerne les institutions publiques. Cette parité ne peut pas être démise en ce qui concerne le secteur privé. Pour les privés, quand j'ai mon entreprise, il n'y a aucune obligation légale qui m'est faite pour que je puisse avoir le nombre de femmes qui soit égal à celui des hommes. Il n'y a aucune obligation. Donc, on doit être clair parce que souvent, quand on traite de la question liée à la parité, il y a la confusion qui entre. Maintenant, en ce qui concerne les institutions publiques, là, la parité s'impose. Il faut qu'on traite de manière égale les hommes et les femmes. Et je me dis, personnellement... Bon, quand il y a un problème de compétences, etc., il n'y a pas de magie. Hein. Non, je pense... Non. Pas nécessairement une violation. Non, je ne pense pas que la question se pose en termes de compétences. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons dans les secteurs publics, tous les hommes qui occupent des postes de responsabilité ne sont pas tous compétents. Alors, il ne faut pas qu'on soulève la question de la compétence seulement quand il s'agit des femmes. Je sais que, compte tenu de certaines discriminations qui commencent déjà en famille, parce que les parents semblent privilégier les garçons en lieu et place des filles ou de le faire, oui, pour la scolarité. Par exemple, les parents, au mariage. Voilà, les filles sont éduquées en fonction du mariage et les garçons sont éduqués en fonction de pouvoir occuper des postes de responsabilité dans les pays. Prendre en charge toute la famille. Voilà, ce qui est déjà un problème parce qu'aujourd'hui, l'histoire a démontré que les filles qui ont eu l'occasion d'étudier, au même titre que les garçons, ont fait même mieux, même en termes de soutien aux parents, que les garçons. Mais pour revenir à la question de la parité, il faut dire que la prise de position du chef de l'État est en marge de ce que la Constitution dit. Ça a pourtant été applaudi. Mais c'est ça le problème avec les Congolaises. C'est ça le problème avec les Congolaises. Et c'est là que nous insistons pour que ce qui a été dit par le chef de l'État est en deçà de ce que la Constitution prévoit. Et c'est une même violation de la Constitution. Nous aurions souhaité par contre
que les chefs de l'État nous disent, par rapport à la mise en œuvre de la parité, voici les paliers que nous allons suivre jusqu'à atteindre, ou soit l'application immédiate, c'est que je doute très fort, parce qu'il faut qu'il y ait des actes qui soient posés de nature à concrétiser ce qu'on dit. Mais les 30%, c'est en deçà de ce que la Constitution prévoit, parce que la Constitution, elle, prévoit 50%. Alors, violence dans la vie publique également, la Constitution préconise le combat contre ce genre de situation. Vous êtes activiste des droits de l'homme en milieu de travail, par exemple, en milieu professionnel, la femme est sujette à plusieurs violences. Il n'y a pas que les violences sexuelles, il y a le harcèlement, il y a toutes sortes de violences aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure, même par rapport à l'exercice même de ses fonctions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? En République démocratique du Congo, difficile de lutter de peur de se faire mettre dehors. Oui, je pense qu'il faut d'abord travailler sur la femme elle-même pour qu'elle puisse comprendre que certains actes qui sont posés par les hommes, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les milieux professionnels, il y a des actes qu'il faut désapprouver. Moi, je le vois dans notre ville ici, quand une femme va traverser la chaussée, c'est un homme qui lui prend la main et des fois l'encelle très fort. Ça n'a rien à aider une personne, et sans aucun respect, comme vous le dites. Mais vous trouvez que la femme, elle est contente d'être prise comme ça par un inconnu. Elle pense que c'est un geste de galanterie. Oui, mais ça va au-delà. Ça va au-delà de ce qui est permis. Donc, il faut attirer d'abord l'attention de la femme elle-même sur ce genre de choses. Les gestes, les paroles. Voilà. Alors, quand ça arrive dans les milieux professionnels, il faut qu'au premier coup, que la femme dise à l'homme, qui le fait, qui tente d'ailleurs, pour voir quelle va être la réaction, de l'arrêter immédiatement, de lui dire, mon cher collègue, cher monsieur, là, je vois que vous allez au-delà. Mais si, le premier jour, vous souriez, et vous voyez que l'homme constate que la femme est contente, mais demain, il va aller plus loin. Donc, il faut travailler sur la femme. Mais il faut aussi que la femme se dise qu'il y a des lois qui lui permettent de saisir soit l'autorité supérieure en milieu professionnel, soit directement l'autorité judiciaire pour le faire. Ce sont souvent, vous avez parlé de faits réels, mais on a un véritable problème, c'est la culture. On est buté à la culture. Des fois, ce sont des faits totalement banalisés par les autorités. Oui, on se dit, bon, c'est banal. On a mieux à faire que ça, que de s'occuper de petites querelles entre... C'est là que je voulais dire qu'il faut aussi travailler sur les juges. Que les juges ne voient pas les faits qui lui sont, les juges ou l'autorité judiciaire, les magistrats ne puissent pas penser que les faits qui lui sont rapportés par une femme dans le cadre de ces violences dans les milieux professionnels, ce sont des faits bénins. Souvent, l'autorité judiciaire elle-même considère que ce n'est pas grave. Et on commence à faire marcher la femme seulement pour l'entendre sur un procès verbal. Elle fait 2 ou 3 jours et après, on constate qu'elle est fatiguée parce que la justice ne s'empresse pas à considérer que c'est un fait extrêmement grave parce que ce fait touche à la dignité même de la personne, à la dignité de la personne et que cette personne a besoin de la protection. Et nous considérons que la justice, c'est le dernier rempart. Et donc, si la justice ne se préoccupe pas de tels faits, ça va continuer à faire des dégâts dans notre société. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un sur les violences qui ont été faites aux femmes au Congo-Brazza. Et ce monsieur me dit, mais on n'a violé que 3 femmes. Vous voyez, même la manière de parler, c'est comme pour dire, voilà, donc il aurait fallu qu'on viole 100 femmes pour que ça devienne grave. Mais dans d'autres pays, même quand une jeune fille, une petite fille est violée, c'est toutes les autorités politiques qui se mobilisent. C'est toute la société qui se mobilise. Je ne vous interromps pas à travers nos médias. Il y a des émissions qui, tous les jours, font état de violences sexuelles particulièrement. On voit que ce n'est plus qu'une question réservée aux zones de conflit. Même en pleine capitale, c'est tous les jours où une femme, au moins, est violée, parce que c'est vraiment le minima que l'on puisse donner, mais ça n'émeut plus personne. C'est une situation qui est devenue tout à fait banale. Oui, je ne vais pas vous surprendre. La ZADO, mon organisation, a fait une enquête qui a été publiée il y a quelques mois.
il y a plus de violences sexuelles à Kinshasa qu'à l'Est. Seulement, le problème c'est qu'à Kinshasa, les femmes ne dénoncent pas, les familles non plus ne les encouragent pas à les dénoncer. Et vous avez Mais à ces travers les situations. médias, aujourd'hui, on fait état de ce genre de situation. Oui, mais Ce il sont y a des cas parmi d'autres. Oui, mais il n'y a pas, en fait, aujourd'hui, un intérêt pour l'autorité, n'est-ce pas, publique, de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans les zones de l'Ouest. L'Ouest, je vois Kinshasa, je vois les Bas-Congo, je vois les deux Kasaï. Si vous regardez dans ces provinces, les femmes sont violées au jour le jour. L'attention est plus rivée vers les zones de conflit. Tout simplement, pourquoi? Parce que aussi les partenaires au développement ont investi beaucoup d'argent dans ces zones-là, au point qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent si réellement les statistiques qu'on donne sont vraies ou fausses. Quel que soit le nombre de femmes qui puissent être violées à l'Est, on sait que c'est vraiment une question endémique à l'Est. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'Ouest où il y a un mal en aussi... recrudescence ici, si on n'y prête pas attention, c'est une bombe à retardement. Voilà, alors les articles 16, 17, 18 notamment de la Constitution stipulent que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Aujourd'hui, on assiste encore à de nombreuses arrestations arbitraires, pour quelque raison que ce soit. Il y en a beaucoup, malheureusement. Il y en a beaucoup dans les au milieu de la population, parmi les défenseurs des droits de l'homme, parmi les journalistes, et ce sont en fait des traitements qui sont interdits par notre Constitution. Il y a beaucoup d'abus aussi dans les catégories que vous avez citées. Et souvent, ces acteurs sont en marge de la loi. Non, vous savez, il faut parler des cas concrets. Si nous prenons les cas des acteurs dont je venais de parler, qui agissent à marge de la loi, il y en a trop peu. Il faut seulement considérer que notre police, notre armée, ou quelques personnes au sein de l'armée, au sein de la police, pensent que c'est un droit de poser des actes de maltraitance ou des traitements inhumains et dégradants à l'égard de quelqu'un et il ne peut pas réagir. Et même quand on porte de tels actes dans une procédure judiciaire devant un juge, les juges n'en tiennent pas compte. Mais il ne faut pas que les gens oublient qu'aujourd'hui, dans notre droit, la torture, elle est interdite, elle est même punissable. Mais il faut que nous ayons au sein de notre justice des cas des policiers, des militaires ou des autres autorités politico-administratives qui soient condamnés pour ce genre de choses pour que les gens soient interpellés. Ça se fait même pendant les gardes à vue, des gardes à vue qui se transforment même jusqu'à des emprisonnements sans jugement. Tout ça, ça fait partie de ces conditions intolérables. Oui, je pense que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la loi existe pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui qui a le pouvoir, qui lui est reconnu par la loi, en tant que policier, en tant que militaire, en tant qu'OPJ, il doit se mettre en tête que demain, il peut perdre ce pouvoir. Et que si, de l'autre côté, et si on ne respecte pas la loi à son égard, il ne va pas être content. Et donc, la loi, elle est là pour tout le monde. La garde à vue doit être respectée. Et la population doit savoir qu'elle est de 48 heures. Et qu'après les 48 heures, si l'autorité qui détient la personne a besoin de la détenir, de la garder au-delà de la durée prévue par la loi, elle doit se référer à une autre autorité compétente. Et dans le cas d'espèce, c'est à un magistrat ou au procureur de la République. Il y en a qui, après 48 heures, sont transférés, par exemple, à la prison centrale de Makala sans avoir été jugés. Non, il faut absolument, parce que il faut se référer à l'autorité judiciaire. Pourquoi? Parce que l'autorité peut décider de relaxer la personne. L'autorité aussi peut décider de maintenir la personne en détention. Et pour tous ces actes, ils doivent être constatés par un acte de justice. C'est qu'on constate malheureusement qu'il y a même des prisonniers qui vont en prison et qui sont oubliés là-bas et qui n'ont aucun dossier judiciaire.
Et non, nous, peut-être même pas été entendu. Non, pas du tout. Là encore, il y a des conditions. On peut être assisté ou non selon son bon vouloir, même devant les services de sécurité, nous dit-on. Non, pas nous dit-on, madame. C'est prévu dans notre loi aujourd'hui, dans la Constitution aujourd'hui, que même devant les services de sécurité comme l'ANR, les citoyens ont le droit d'être assistés par un défenseur ou un conseil de leur choix. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'il est même interdit aux avocats d'accéder à leurs clients qui sont détenus devant l'ANR. Mais ça dépend aussi quand c'est des questions vraiment d'État. Est-ce que on peut donner la loi, elle dit on doit être assisté. Et ce n'est pas n'importe quelle loi, c'est la Constitution. Et si on comprend que c'est la Constitution, il n'y a aucune autre loi qui puisse venir pour contredire ce que la Constitution a dit, parce que c'est la loi fondamentale, c'est la loi suprême devant laquelle tout le monde va pouvoir se plier. Mais je voudrais dire seulement qu'il y a eu des cas de personnes qui ont été arrêtées, même pas pour des questions sensibles, mais qui ont été en fait en détention devant les services de renseignement sans la possibilité de rencontrer un avocat. C'est un droit. Et il faut que ces droits soient respectés. C'est pendant tous les actes qui sont en train d'être posés, il faut qu'on sente qu'on veut que la personne apporte des éclaircissements, parce que toute personne qui est détenue ou qui est arrêtée n'est pas nécessairement coupable. Et nous avons un principe très important dans notre Constitution, c'est la présomption d'innocence. Il faut que cette présomption... Présumée innocence, parce que les faits soient prouvés. Jusqu'à ce que cette personne soit condamnée par un jugement définitif. Même si moi, je suis condamné au premier degré, j'ai la possibilité de faire appel, j'ai la possibilité d'aller en cassation et je deviens donc condamné qu'au terme d'un jugement définitif. Or, c'est ce que nous ne voyons pas dans notre pays. Et nous aurions souhaité, par exemple, pour les cas, notamment où on refuse l'accès à un avocat, à quelqu'un qui est arrêté à l'ANR, que le président de la République, dont dépend principalement les agents de l'ANR, interviennent pour arrêter ce genre de choses qui n'honorent pas notre pays et qui ne sont pas faites dans l'intérêt de l'administration de la justice. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont détenues devant l'ANR 1 an, 2 ans, et après cette personne est relâchée. On ne lui dit même pas pourquoi elle est relâchée. Mais quel dommage on cause à sa femme, à ses enfants, à son mari et à la communauté pour avoir détenu une personne pendant autant de temps irrégulièrement. J'aimerais bien revenir sur cette lutte contre l'impunité. Vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois et ce qui décourage d'ailleurs les victimes de l'une ou l'autre violation. Comment arriver justement à mettre fin à tout ça, à toute cette impunité dans tous les secteurs? On a promis depuis des années que les portes des prisons étaient ouvertes. C'est une situation quand même assez déplorable et dangereuse. Le président de la République a pris certains actes, notamment la révocation des magistrats supposés corrompus, qui n'accomplissent pas, véreux, qui n'accomplissent pas correctement leur travail. Mais je pense que ces actes n'ont pas été acceptés par les activistes des droits de l'homme pour la simple raison qu'on ne peut pas lutter contre une injustice par une autre injustice. Nous avons seulement constaté que pour tous ces actes, le président de la République n'avait pas respecté la procédure qui est prescrite par la loi pour arriver à la révocation des magistrats. C'est notamment le fait de donner la possibilité à quelqu'un à qui on reproche quelque chose de s'expliquer, d'être entendu. Et pour la plupart des cas, ces procédures n'étaient pas respectées. C'est pour ça que encore nous sommes levés pour dire que ce qui a été fait n'était pas bien fait. Et donc, si ces révocations avaient respecté la procédure qui est prescrite par la loi, la conséquence est que ça pouvait interpeller les magistrats qui sont restés en fonction. Comme ça a été mal fait et qu'aujourd'hui, par exemple, pour les magistrats qui ont été révoqués en 2008, en 2009, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a accepté leur action en justice, en dépit du fait que notre gouvernement avait voulu démontrer
que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que cette action soit déclarée recevable. Et nous sommes sûrs qu'en fin de compte, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples va condamner la République démocratique du Congo pour avoir violé les droits des magistrats. La procédure est encore, oui, la procédure est encore en train de se poursuivre. Donc, pour revenir à votre question, il faut absolument qu'au niveau des autorités, parce qu'ici, il faut prendre en considération d'abord la justice. Il faut qu'au niveau des autorités judiciaires, qu'il n'y ait pas de protection des magistrats véreux. Que cette solidarité qui existe des fois entre les magistrats puisse cesser. Que ceux qui n'accomplissent pas leur travail correctement soient sanctionnés. Que ceux qui les font correctement soient gratifiés, soient promus. À ce niveau-là, nous commençons déjà à aller vers donc ce souhait que nous avons de voir que tout le monde est traité de la même manière et que la justice fonctionne normalement. Et qu'au niveau du ministère de la Justice et des Droits humains, qu'on fasse la même chose, et au niveau du président de la République, en fait, qui est le premier magistrat de notre pays, qu'on puisse aussi s'intéresser à ces questions. Mais si vous suivez bien, vous allez vous rendre compte que ce soit des auteurs des faits qui appartiennent à la police, à l'armée, qui sont gradés, oui, de la République. Qui sont des protégés de la République. Et en ce moment-là, quand on lance des slogans tels que tolérance zéro, les prisons sont ouvertes, ça devient des slogans sans contenu. Et il fallait qu'aujourd'hui, qu'on voie quelques magistrats en prison, quelques autorités politiques en prison. L'exemple doit venir d'en haut, comme on dit. Oui, l'exemple doit venir. On vous reproche un peu de chercher les coups dans la tête des autres. Non, on sait qu'il y en a. C'est des faits à prouver, hein. Non, les coups, il y en a beaucoup. Pour les uns et pour les autres. Tout à fait. Vous, activistes de droits de l'homme, préconisez aujourd'hui la mise en place d'un tribunal spécialisé pour les crimes graves en République démocratique du Congo. Est-ce opportun? A-t-on les moyens d'y arriver? Nous allons y arriver parce que les crimes dont il est question, c'est d'abord des crimes qui n'ont pas la possibilité d'être prescrits. Vous voyez? Et vous savez que depuis 2002, il y a une cour pénale internationale qui a été mise en place. Et que donc cette cour ne peut pas d'abord s'occuper de toutes les questions ou de tous les crimes, de toutes les violations graves des droits de l'homme qui sont intervenues avant sa mise en place. Ça, c'est de un. Et il faut dire aussi que même pour les crimes qui sont intervenus après 2002, après la mise en place de la Cour pénale internationale, la Cour ne s'intéresse pas à tous les crimes. Ouais. Et la Cour ne s'intéresse pas aussi à tous les prévenus. On prend les plus grands pour donner un exemple. Alors, est-ce que nous allons considérer aujourd'hui qu'il y a certains Congolais qui ont commis des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, qui sont devant la CPI aujourd'hui, que ceux qui ont commis des crimes avant des mêmes natures soient libres tout simplement parce que la Cour pénale internationale ne s'en occupe pas? Nous disons non. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la loi qui a été renvoyée est encore remise. Aujourd'hui, on veut qu'on la remette en discussion. Et cette cour va certainement avoir lieu. N'oublions pas aussi qu'il y a le rapport Mapping des Nations Unies qui a été publié. C'est vrai qu'on ne mentionne pas les noms des auteurs dans ce rapport, mais les faits eux-mêmes peuvent déterminer qui en sont les auteurs. Donc nous avons déjà là un point de départ et je pense que les auteurs doivent être tout à fait tranquilles. Et ces chambres mixtes se mettront certainement en place. Parce qu'il y a d'abord les soutiens des organisations de droits de l'homme. Le gouvernement a accepté de mettre ces chambres spécialisées mixtes en place. Et donc, nous continuons à pousser ensemble avec les citoyens, ensemble avec les communautés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les victimes qui demandent que la justice soit faite. Et la voix de ces victimes doit être entendue. Alors, l'amnistie, il y a eu un cycle d'amnistie depuis quelques mois. L'Azado a dénoncé un monnayage.
chose d'ailleurs que vous n'avez pas pu prouver. Hein. Jusque-là, le procureur s'est insurgé, vous a demandé de le faire. On n'a encore rien entendu de concret à ce sujet. Vous avez parlé par exemple du cas du père Boudjani, dont on a annoncé la mort récemment. Qu'en est-il de ce témoignage d'Amnesty? Non, il faut dire d'abord que l'Azado avait pris une position sur la question qui était à la fois écrite et aussi verbale, parce que nous nous sommes exprimés devant les médias. C'est que nous aurions souhaité, si les procureurs généraux de la République avaient besoin des éléments complémentaires, je ne pense pas que l'endroit approprié ait été vous avez les médias. Écrit la lettre d'abord, nous avons notre propre rapport qui a été transmis aussi au procureur général. Vous avez suivi toute cette étape, cette procédure d'Amnesty? Tout à fait. Nous aurions voulu que lui nous écrive, parce que nous sommes, en fait, je me sens un peu mal à l'aise de parler de lui. Et il ne faut pas oublier que c'est la plus haute autorité judiciaire de notre pays. Je conçois mal que les médias soient un endroit approprié pour répondre et demander à l'Azado d'apporter des preuves. Nous aurions souhaité que de manière administrative, qui demande à un magistrat de nous écrire pour nous inviter. Et en ce moment-là, nous aurions souhaité qu'un dossier soit ouvert, parce que nous ne pouvons en aucun cas aller devant le procureur général de la République pour nous exprimer si ce n'est pas dans le cadre soit d'une information judiciaire qui est ouverte, soit dans le cadre d'un dossier judiciaire formellement ouvert. Cela n'a jamais été fait. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avant la publication de notre rapport, parce que nous étions en contact avec toutes les personnes dont l'Azado estimait qu'elles pouvaient être bénéficiaires, qu'elles pouvaient être bénéficiaires de l'amnistie, les entendre et discuter avec elles. Et c'est à cette occasion-là que le père de Boudjani nous a écrit pour nous dire qu'il y avait une situation de monnayage. Parce que quand on parle des preuves, mais cette lettre, ce n'est pas moins une preuve, c'est une preuve. Au contraire, nous aurions voulu que le procureur dise cette information que l'Azado nous a transmise, elle est extrêmement grave, nous allons initier une enquête pour en savoir plus. Mais au contraire, nous avons senti qu'il était sur la défensive, comme si ça les concernait personnellement. Donc, l'autorité judiciaire peut recevoir l'information de n'importe qui, mais il y a des modalités par lesquelles il doit passer pour recevoir les déclarations des personnes qui sont en détention des informations. Cela n'a jamais été fait. Et donc, nous considérons que ces faits prouvés par une lettre qui nous a été adressée sont des faits vrais. Nous aurions souhaité que l'autorité initie une enquête. Cette enquête n'a jamais eu lieu. Jean-Claude Katende, puisqu'on parle impunité, justice, j'aimerais bien savoir s'il y a des suites dans l'affaire Tchibéa. Bon, il faut savoir que l'affaire Tchibéa, l'une des leçons qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique pour qu'on puisse connaître la vérité. Et vous savez aussi que les organisations de défense des droits de l'homme ont toujours cherché à ce que M. John Numbi soit interpellé et soit traduit devant la justice. Pour quelle raison? Vous savez qu'une suspension ne peut pas être éternelle. Il a été suspendu pour des raisons d'enquête. Si vraiment ces messieurs n'étaient pas impliqués dans cette affaire, nous aurions souhaité que maintenant là qu'on a établi qu'il n'est pas impliqué, que la mesure soit levée et qu'il reprenne sa fonction. Mais pourquoi ça n'a jamais été fait? C'est la question que nous nous posons tous. Et donc, si ça n'a jamais été fait, la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que les autorités elles-mêmes ont conclu que cette personne est de loin ou de près impliquée dans ces dossiers. Non, pas du tout. Et donc maintenant, la procédure, je pense qu'elle doit être reprise, mais ce que nous attendons, c'est que toutes les voies de recours au niveau national soient effectivement remplies pour que nous puissions nous adresser à d'autres instances qui pourront examiner ce dossier qui est très important pour nous, parce que nous ne pouvons pas considérer que dans une démocratie,
qu'on porte atteinte à la vie d'une personnalité aussi importante, tout simplement à cause de ses opinions. Je dis bien à cause de ses opinions. Aujourd'hui, je peux dire que La liberté d'opinion est garantie. la liberté d'expression est garantie. Oui, et la liberté d'expression, la liberté de manifestation constitue les socles même de la démocratie. Mais aujourd'hui, pour se réunir, on n'a que quelques minutes. On va essayer en quelques minutes de tabler là-dessus pour se réunir lors des manifestations. Par exemple, politique, je vais prendre cet exemple-là. La Constitution demande qu'on en informe au préalable l'autorité publique. Là, le débat tourne autour d'information et autorisation, c'est pratiquement ça. Il faut dire qu'en ce qui concerne les manifestations, la liberté des manifestations, il y a deux régimes. Soit on est sous le régime d'autorisation, soit on est sous le régime d'information. Aujourd'hui, au terme de la Constitution, si je ne m'abuse pas, c'est l'article 27 de la Constitution, il est fait mention du régime d'information. Ça veut dire en d'autres termes, 26, voilà. Donc, il faut dire qu'au terme de la Constitution, il est demandé à ceux qui veulent organiser la manifestation de pouvoir informer l'autorité. Informer, en donnant notamment l'objet de la manifestation, l'itinéraire et aussi le nom du groupe ou du groupement. Sans oublier que l'autorité doit garantir de la sécurité. Mais quand on est dans la capacité de le faire, on peut réfuter cette organisation. Non, c'est pour ça que l'information est donnée, c'est pour assurer, n'est-ce pas, cet accompagnement. Mais il ne faut pas. L'autorité peut négocier avec ses interlocuteurs, je voulais dire, ses interlocuteurs, pour notamment obtenir les changements de dates ou les changements d'itinéraire. Mais la manifestation ne peut pas être interdite. Ce qui est en train de se faire maintenant, c'est tout simplement un abus. Un abus que nous et vous, nous sommes appelés à dénoncer. On voit même les syndicalistes. Je vais prendre un cas dont on a fait état il y a quelques jours. Les travailleurs d'une entreprise connue, la SONAS en l'occurrence, qui ont été dispersés parce qu'ils sont allés manifester pour leurs arriérés de salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que la liberté syndicale est limitée par... Non, la liberté syndicale, d'abord, il faut que les gens se mettent en tête que le salaire, ça fait partie de la vie d'un individu. Le salaire est affecté principalement à la survie du travailleur et de sa famille. Si quelqu'un passe 2 ou 3 mois sans avoir son salaire, il vit comment? Le problème, c'est que les manifestations sont entraves à l'ordre public. Non. Bien que la police et les forces de l'ordre interviennent. Non. Même si c'est une manifestation pour laquelle la procédure n'a pas été respectée, les agents de l'ordre n'ont pas le droit d'utiliser la force de manière disproportionnée et ils n'ont pas le droit de porter atteinte aux droits des manifestants, surtout si ce ne sont pas des manifestants qui soient agressifs. Et dans le cas des faits... Les foules, c'est jamais facile à contenir. Non. De temps en temps, c'est quand même nécessaire quelques bombes lacrymogènes. Des jets d'eau chaude. C'est important pour contenir ces foules parfois. Mais malheureusement, je suis contre parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est utilisé pour empêcher aux citoyens de revendiquer leurs droits. On ne peut pas refuser à quelqu'un dont les droits sont brimés, ne sont pas respectés, de ne pas le manifester conformément aux lois de la République. Et même les interdictions qui sont faites des manifestations, principalement des partis politiques de l'opposition, c'est en marge de la loi. On ne peut pas l'accepter. Le problème, c'est que quand il y a des bavures du genre de celles dont vous étiez en train de parler, les gens trouvent que c'est normal. Et moi, je dis, le pouvoir a des pieds. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, certainement, ils n'y seront pas. Soit par la voie des élections, soit par un fait naturel. Donc, il faut que les gens se mettent en tête que quand on a le pouvoir, on doit l'exercer dans le respect de la loi et de la Constitution, parce qu'un jour, on risque d'être de l'autre côté et on n'acceptera pas qu'on soit traité de manière
irrégulière avec et illégale. le travail décent, des conditions pour tous les travailleurs en République démocratique du Congo, cette lutte contre le chômage, c'est un droit fondamental. Oui, mais est-ce que d'abord, je me demande si vraiment les gens travaillent au Congo. Il y a 2 ans. Voilà pourquoi ils ne sont pas rémunérés. Non, il y a 2 ans. Ça dépend de la production aussi. Non, il y a 2 ans. L'intersyndicale nous disait qu'il n'y avait que 2% des Congolais qui travaillaient. Les 98%, ils sont dans l'informel ou sans travail. Même ceux-là qui travaillent aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire qu'ils travaillent, les salaires qu'on lui donne. En 2 ans, il y a des postes, des emplois qui ont été Ah créés. non, ça, c'est vrai, c'est vrai. Le ministre du secteur, on a parlé lors de... C'est vrai qu'il y a quelques emplois qui ont été créés. Mais quelle est la plus-value de ces emplois dans la vie des gens? Je peux vous donner quelques entreprises. Parce que nous avons eu l'occasion, notamment d'enquêter sur les cantonniers, les gens qui travaillent sur nos routes. Ils touchent combien d'argent? Ils touchent combien d'argent? Nous avons fait un rapport sur une entreprise chinoise ici. Ces gens touchent combien d'argent? Il y en a qui touchent l'équivalent de $100 par mois, mais il prend en charge lui-même son transport et sa nourriture au courant de la journée. Vous êtes comme moi à Kinshasa, c'est peut-être nous-mêmes ou certains de nos parents qui utilisent les transports en commun. Par mois, vous dépensez combien d'argent? Vous allez vous retrouver que vous avez dépensé la moitié de votre salaire. Et entre-temps, vous avez pris le crédit à côté, la farine, un peu d'huile, et à la fin du mois, vous vous retrouvez sans revenu. Ces postes dont on parle ici apportent quoi en termes de plus-value aux Congolais? Ça n'apporte rien. Au contraire, celui qui travaille, il s'appauvrit. Parce que s'il ne travaillait pas, il pouvait par le fait de donner un coup de main à un parent, il trouverait mieux que $100. Et donc, le travail, on vous immobilise et ça vous appauvrit. Entre-temps, on a droit à la santé, à la sécurité alimentaire, mais qui ne sont pas garantis. À l'eau et à l'énergie. Là encore, c'est des questions qui préoccupent pratiquement tout le monde. Difficile d'avoir de l'eau qui coule à son robinet pour avoir de l'énergie électrique. Mais je voudrais souligner un fait. Quand bien même on dénonce ces violations de droits des travailleurs, les ministères du Travail et de la Prévoyance sociale ne s'en meurent pas. Ils ne s'en préoccupent pas. Il y a des efforts qui sont faits. Non, vous avez suivi le bilan lors des festivités de la... Non, mais ce bilan est tout à fait discutable. Ce bilan est tout à fait discutable parce que il y a même certains inspecteurs du travail qui s'enrichissent par rapport aux dossiers que nous, les organisations des droits de l'homme, nous dénonçons. Au lieu de protéger les travailleurs, ils entrent en contact avec l'employeur. Et l'employeur donne des pots de vin et les dossiers n'avancent pas. Je peux vous donner autant d'exemples. Maintenant, en ce qui concerne l'électricité et l'eau, vous savez qu'ici dans la ville de Kinshasa, l'avantage que la ZADO a, c'est d'avoir des rapports sur toutes ces questions. Nous ne travaillons pas seulement sur les questions politiques, mais nous travaillons aussi sur les questions économiques et sociales. Vous savez qu'ici à Kinshasa, il y a encore des familles qui boivent l'eau des rivières. Inimaginable. L'eau des rivières ici à Kinshasa. Et vous savez qu'en ce qui concerne le droit à la santé, il y a des personnes ici à Kinshasa qui manquent 1000 francs ici pour s'acheter de la quinine et qui meurent à cause de ça. C'est pour ça que nous, en parlant par exemple de l'hôpital du cinquantenaire, nous aurions souhaité que cet argent soit affecté à la réfection des hôpitaux généraux, non seulement ici à Kinshasa et ailleurs, et de mettre en place un programme, par exemple, d'accès... Vous êtes contre la révolution de la modernité, on emmène des équipements modernes, une technologie moderne qui va permettre de déceler même des maladies qu'on ne soignait pas ici, vous êtes contre. Mais ces appareils-là, on pouvait les mettre dans les hôpitaux qui existent, mais au moins donner la possibilité d'avoir un programme anti-malaria où quand un citoyen, un Congolais souffre de la malaria, il peut aller à l'hôpital, se faire examiner gratuitement et avoir droit à la quinine et à d'autres traitements par rapport à la malaria, comme on le fait aujourd'hui pour la tuberculose. Je pense que l'argent qu'on a investi dans l'hôpital du cinquantenaire, cet argent pouvait servir à un plus grand nombre.
le gouvernement en tirerait aussi bien les bénéfices que de faire un hôpital où je suis sûr que les gens d'Indjili n'auront pas accès. Les gens d'Indjili n'auront pas accès à cet hôpital. La santé a un prix, hein. La santé a un prix, mais il faut rapprocher les soins de santé des citoyens. Que les citoyens se fassent soigner à côté de sa maison, à côté de sa commune. La politique de proximité. Oui, à côté de sa commune. Donc voilà, conclure quand même par rapport à la répartition équitable de ces richesses de la République démocratique du Congo, qui est un droit garanti à tous. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est peut-être des recommandations Madame. à l'endroit des gouvernants. Madame, je ne vais pas vous scandaliser, mais vous savez que le Sénat de la République démocratique du Congo, je ne parle pas d'une ONG, je parle du Sénat, c'est une institution, La Chambre haute du Parlement. oui, publique, vient de publier un rapport sur l'exploitation, n'est-ce pas, minière, principalement au Katanga. De 2008 à 2012, les entreprises qui sont en train de travailler dans les secteurs miniers ont fait un chiffre d'affaires de plus de 41 milliards de dollars. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a reçu, à titre d'impôts, redevances et taxes, que 1 milliard de dollars. Donc, c'est pour vous dire qu'à cause de tous ces problèmes de gouvernance, même les peu là ne peuvent pas arriver à tous les citoyens. Sans oublier que les richesses naturelles d'un pays, c'est un patrimoine commun, pas d'un groupe d'individus. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui que le Congolais ne profite pas de l'exploitation ni minière ni pétrolière. C'est quelques individus qui en bénéficient, mais notre recommandation à nous, c'est qu'il faut absolument que soit le gouvernement revoie sa politique par rapport principalement à l'exploitation minière, et d'un autre côté, il faut que les citoyens congolais se réveillent. Sans contrôle citoyen, nous n'aurons jamais droit à nos richesses. Il faut que nous soyons en mesure de demander à nos autorités qu'est-ce qu'on reçoit du secteur minier. Et je ne vais pas vous surprendre, le secteur minier aujourd'hui ne contribue qu'à raison de 15% au budget de l'État. Alors que nous avons plus de 200 entreprises minières. À l'époque de la GECAMINE, nous avions que la GECAMINE et peut-être la Sodimico. La GECAMINE contribuait à plus de 70% au budget de l'État. Aujourd'hui, nous avons autant d'entreprises. Sans oublier qu'à l'époque de la GECAMINE, la production était de 450 000, je crois, tonnes de cuivre. Aujourd'hui, nous sommes au double, ça fait 900 000 tonnes. Et l'État gagne peu. La contribution au budget de l'État est insignifiante. Dénoncé plus d'une fois comment ça se passe autour des sociétés minières, pétrolières, dans le milieu dans lequel ils investissent. L'environnement est plus ou moins pollué et la population a subi les conséquences. Jean-Claude Katende, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne 10 secondes. Est-ce que vous allez pouvoir conclure en 10 secondes? Vous remercier et pensez que cette émission que vous faites avec autant de bravoure va contribuer à éveiller nos concitoyens pour que nous puissions nous mettre tous ensemble debout pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation avec promptitude, mesdames, messieurs. À vous, je dis également merci d'être toujours au rendez-vous. J'espère que ce numéro vous aura plu. On essayera d'inviter une fois de plus Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO, pour de nouvelles questions concernant les droits humains. Merci d'avoir été au rendez-vous et on se retrouve la prochaine fois avec un ou une nouvelle invitée. À très bientôt.